Smart et réglo, c'est un focus juridique chaque jour avec nos avocats. Et aujourd'hui, eh bien, nous sommes avec Étienne Pujol, avocat associé chez Beryl Law. Law, je trouve ça très très beau le nom de ce cabinet. Salariat ou prestation, vous avez voulu nous en parler parce que moi je me disais qu'après tout les choses étaient relativement clairement définies. Non, c'est pas si simple. C'est quoi la différence et pourquoi il y a objet de conflit sur cette question du salariat et de la prestation ? Parce qu'en fait, il y a une différence fondamentale, c'est que le salariat implique un lien de subordination et implique surtout pour l'entreprise utilisatrice des charges sociales à payer sur la rémunération de la prestation, alors que recourir à un indépendant, à un contrat de prestation de service, en revanche, c'est que de la facturation et rien d'autre. Concrètement, la différence entre le salariat et la prestation, il faut qu'elle soit définie. Tout le monde ne peut pas être prestataire parce que le juge peut dire « mais attendez, vous auriez pu très très bien l'intégrer ». Je pense évidemment à une affaire qu'on a traitée sur ce plateau, qui est l'ubérisation. C'est l'idée qu'on externalise des prestations qu'on pourrait internaliser. Qu'est-ce que dit la loi et le droit sur ce point ? Alors, c'est en ça que c'est très compliqué, parce que le Code du travail ne dit pas ce qu'est le contrat de travail, il ne dit pas ce qu'est le lien de subordination, qui est la caractéristique essentielle du contrat de travail. Oui. Du coup, c'est la jurisprudence qui a été amenée à déterminer qu'est-ce que c'est, quand est-ce qu'on est en lien de subordination avec un employeur. Et là, c'est là que la frontière est grise, puisque le lien de subordination suppose 3 critères, un contrôle, une direction et une sanction. Une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on dit ? Parce que quand on utilise un prestataire de service, on lui demande de faire un travail. S'il ne fait pas bien son travail, on résilie le contrat, donc il y a sanction. Et donc la frontière est assez ténue. Et elle est d'autant plus ténue que depuis quelques années, on peut avoir recours à des auto-entrepreneurs qui vont par eux-mêmes réaliser des prestations de services en toute indépendance, soi-disant, et en fait, ils ne vont pas être en mesure de déterminer leur prix ou la manière dont ils vont réaliser les prestations, et c'est là que la requalification peut intervenir. C'est le fameux débat de l'ubérisation. Il y a un monoclient. Donc l'impossibilité de pouvoir avoir plusieurs clients, c'était un sujet, et puis le prix est fixé par la plateforme et non pas par le chauffeur de taxi, enfin en tout cas celui qui nous transporte. Mais c'est vrai aussi pour plein d'autres secteurs. Je pense aujourd'hui le secteur des indépendants qui claquent des dents dans cette crise Covid et qui commence, on fera d'ailleurs une émission et un débat sur ce sujet. Eux c'est pareil, ils ont choisi d'être indépendants au nom de la liberté et ils s'aperçoivent assez vite qu'ils ne le sont pas en fait. Non, exactement, et ils sont d'autant moins que la crise aidant, eh bien, le contrat il se résilie beaucoup plus facilement qu'un contrat de salariat. Donc effectivement, il y a beaucoup plus de flexibilité à être indépendant. Et en quelque sorte, c'est la belle vie quand tout va bien, quand il n'y a pas de crise. En revanche, dès que les temps sont un peu plus durs, et là, depuis un an, on peut considérer qu'ils sont très durs, eh bien, il y a un risque réel pour les indépendants de se retrouver sans un sou du jour au lendemain. Alors, il y a eu la volonté de réforme du président de la République. C'était un de ses éléments de programme qui était d'assurer des indemnisations chômage pour les indépendants. Pour l'instant, pas grand-chose, là. Non, pas grand-chose, parce qu'il faut avoir un projet véritablement pour les indépendants, et ce n'est pas vraiment le cas. Et outre les indépendants qui vont peut-être chercher à assurer la protection, on a aussi un contrôle très accru des URSSAF. Puisque, comme je le disais en introduction, il y a des charges sociales qui disparaissent dans cette sous-traitance, dans cette ubérisation. C'est un peu l'objet, non ? C'est ça le fin mot de l'histoire. Non, excusez-moi maître, il faut le dire. Pour beaucoup, ça peut l'être. C'est un contournement des charges sociales. Pour beaucoup, ça peut l'être, et c'est pour ça que les URSSAF ont des instructions précises de systématiquement regarder les contrats qui sont conclus avec des auto-entrepreneurs pour vérifier si derrière un contrat de prestation de service ne se cache pas en réalité un lien de subordination. Pour le dire simplement, beaucoup d'entreprises aujourd'hui ne conservent que le dur, les formations, les métiers du dur, et puis tout le reste est externalisé. On le voit, c'était vrai depuis 20 ans, des payes, des services de paye, de la comptabilité. On le voit aujourd'hui avec la communication et on le voit avec beaucoup de choses, le ménage, le nettoyage. Est-ce que c'est la fin du salariat ? Est-ce que l'entreprise de plus en plus se replie sur son cœur de métier qui va produire son produit et tout le reste va être externalisé ? C'est un risque. Alors certains diront c'est une opportunité, d'autres diront c'est un risque. Effectivement, se focaliser sur le cœur de métier. Et on a parlé, quand j'ai commencé ma carrière, des entreprises sans usine aussi, où on ne faisait que de la R&D. Les usines étaient externalisées en Asie du Sud-Est. On y revient depuis le Covid, vous avez vu, on parle de réindustrialiser. On réindustrialise, on essaie. Les opticiens, etc. Mais c'est vrai qu'il y a une véritable problématique de se dire jusqu'où va l'externalisation ? Et quelque part, là aussi, quand l'externalisation n'est qu'une dissimulation et quelque part une amélioration de la rentabilité, il faut bien voir ce qui se cache derrière.
Et typiquement, aller chercher un prestataire qui va permettre de sortir d'une convention collective et puis après revenir par de la prestation de service, ça peut être considéré comme un contournement aussi du droit. Ça, le juge, il y a une jurisprudence sur ces points précis, c'est qu'on voit qu'effectivement, il sort de la convention collective qui était contraignante pour lui, passe en prestation extérieure où là, il y a une liberté totale et laisse au prestataire le choix de gérer ses salariés. Le juge a tranché sur ces dossiers-là, précisément. Alors, ça a pu se juger notamment sur ce qu'on appelait l'externalisation des plans de sauvegarde de l'emploi. C'est-à-dire qu'on demandait à une structure de défaisance de faire le plan social à la place de l'entreprise. Et là, effectivement, les juridictions ont permis aux salariés lésés, évidemment, de bénéficier des modalités du plan social de l'entreprise d'origine. Étienne Pujol, avant de nous quitter, vous qui avez une vue un peu panoramique, un peu historique sur ce dossier, est-ce qu'on est un peu sur cette ligne de crête où aujourd'hui, de plus en plus, même de gouvernements, je parle en Europe, tendent à pousser vers le salariat. C'est-à-dire que la crise Covid a donné le sentiment qu'il y avait un besoin de protection plus important. Année 2000, il y a eu cette idée de la liberté, on crée notre boîte, on est libre. J'ai l'impression qu'on est un peu dans un reflux. Est-ce que je me trompe ? En fait, ça dépend des gouvernements. En France, typiquement, ce qui est en ligne de mire et quelque part en perspective, c'est l'individualisation des parcours. C'est-à-dire qu'on considère que salarié ou indépendant doit bénéficier des mêmes droits et on construit soi-même sa propre protection sociale. C'est quelque part regrettable dans la mesure où c'est pas du tout la manière dont a été construit le pacte social après la Deuxième Guerre mondiale. Mais d'un autre côté, c'est vrai qu'il y a des problèmes de financement derrière, de la prévoyance, de la protection sociale, etc. Et des retraites, pour ne pas les citer. Et il faut bien trouver des solutions. Donc voilà, chaque gouvernement réagit à sa propre manière. Il y a un autre débat très important, vous l'ouvrez finalement, en quelques mots, c'est le paiement des cotisations par les indépendants. Les salariés, une partie des cotisations sont prises en charge par l'employeur, qui leur assure l'assurance chômage, on l'évoquait, mais aussi la retraite. Quand on est indépendant, on paye tout. On supporte tout, alors certes c'est déductible du revenu, mais quand même c'est un poids supplémentaire et effectivement on pilote sa protection à sa vue, mais on l'a bien vu lors du débat qu'on a eu ici sur les travailleurs de plateforme, souvent les revenus ne permettent pas d'assurer leur propre protection. D'où ces soucis de mutualiser ces indépendants par le biais de syndicats pour négocier au mieux avec les assurances une protection sociale qui leur soit propre. Sans parler de la réforme du RSI qui a changé de nom, mais mon petit doigt me dit que ça n'a pas véritablement changé les problèmes que rencontrent les indépendants et les artisans. Parenthèse, j'ai l'impression que vous devez être confronté à des difficultés face à ce nouveau RSI puisqu'il a changé de nom avec une réforme menée par, de mémoire, Édouard Philippe à l'époque. Merci en tout cas Étienne Pujol. Mon petit doigt me dit que on va se revoir au cours de cette émission parce que vous allez être l'un de nos invités du débat justement sur la reconversion. Je fais un teasing de notre débat dans le cercle RH dans quelques minutes. On fait une courte pause, la fameuse pause café avec Fanny Griesmer. Qu'est-ce qui reste de vos rêves de gosse pompier, je rêvais d'être footballeur, avocat, chirurgien. Est-ce que vous l'êtes vraiment devenu ? Pas sûr. Fanny Griesmer nous explique tout.